4 rendez-vous donc pour les mémorables avec un artiste qui ne cesse de nourrir la réflexion et la pratique de très nombreux créateurs de par le monde, inventeur de l'art contemporain. Il se livre en 1960 à Georges Charbonnier qui conduit ses entretiens toute cette semaine. Donc rendez-vous avec Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, à tort ou à raison, lorsque on pense à vous, lorsque l'on parle de vous, on est amené à penser que le mot art a eu pour vous des significations différentes, ou tout au moins que vous n'avez pas toujours attaché à ce mot et au concept qui vient avec lui la même valeur, la même force. Est-ce exact? Dans une grande mesure, c'est exact, car j'ai toujours été frappé de la monotonie de compréhension du mot art qui était surtout fait d'une tradition d'un siècle à l'autre ou d'un demi-siècle à l'autre demi-siècle, c'est-à-dire que le goût a joué beaucoup plus dans la signification du mot art que l'art, comme je le comprends, comme une chose très, beaucoup plus générale et beaucoup moins dépendante de chaque époque. Et le mélange de goût dans la définition du mot art est pour moi une erreur. L'art est une chose beaucoup plus profonde que le goût d'une époque. Et l'art d'une époque n'est pas le goût de cette époque. C'est très difficile à expliquer parce que les gens ne pensent pas qu'on puisse faire autre chose que par goût. On vit par son goût, on choisit son chapeau, on choisit son tableau. Le mot art d'ailleurs, étymologiquement, veut dire faire, simplement faire. Faire avec, si vous voulez, et presque faire avec les mains. Donc, art, c'est tout ce qui est fait avec la main, et généralement par un individu. Ce qui donc rend la chose bien différente de ce qu'on appelle le goût et l'acquiescement de toute une époque envers certains tableaux, certaines choses, n'est-ce pas? Et ça gêne énormément parce que le goût est une source de plaisir. Et l'art n'est pas une source de plaisir. C'est une source qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de goût. Et c'est ce qui se passe de 1850 à 1900, comprenez-vous? Sans forcément avoir un intérêt quelconque, un goût quelconque. Je pense que ce que vous venez de dire est très clair, mais immédiatement quelques remarques me viennent à l'esprit. Je ne voudrais pas employer le mot limite, mais néanmoins, la définition de l'art que vous venez de donner ne cantonne-t-elle pas l'art dans un domaine purement artisanal? Ah, pas du tout, parce que on peut faire des choses extrêmement subtiles et qui ne soient pas artisanales du tout. Ce n'est pas le fait que c'est fait même ou fait à la main, c'est simplement que étymologiquement le mot art, si je me rappelle bien, veut dire faire, mais faire ne veut pas dire que ce soit forcément un faire artisanal. Ça peut être un fait même avec des instruments extrêmement compliqués ou même avec de la peinture à l'huile. Tout ça rentre dans la même chose parce que faire, c'est faire. L'ennui, c'est quand vous ajoutez au mot faire l'idée d'un plaisir de goût, d'un plaisir sensuel, sensoriel en tout cas. Et là, j'interviens, je veux dire par là, je n'admets pas ce côté, cette intervention du goût. La chose faite existe par elle-même, et si elle survit, c'est qu'elle avait quelque chose d'autre, de plus profond qu'un goût momentané. Oui, il ne faut pas réduire l'art à la seule délectation de celui qui le fait et de celui qui le regarde. Exactement. Est-ce que ce point de vue, vous l'avez toujours eu? Non, pas exactement, mais j'ai dû l'avoir en moi sans le savoir. Et puis je m'en suis pas servi non plus, parce qu'on me l'a jamais demandé. Je ne considère pas ça non plus comme le dernier mot d'une question très complexe. Mais comme vous me demandez mon avis, c'est aujourd'hui représente tout de même 50 ans sinon d'expérience, au moins de considération, de réflexion sur la question. Il y a cette chose qui, pour nous, ici, en France, à Paris, est très étonnante, et nous pensons peut-être faux. Nous avons peut-être une idée tout à fait fausse, tout à fait inexacte. Nous pensons, un certain jour, Marcel Duchamp s'est arrêté de peindre. Pourquoi? Ce n'était pas un jour, un soir à 8 heures.
Ça a été une chose lente, et ça n'est même pas une chose définitive. Je pourrais, si j'avais encore la vigueur suffisante, certainement je recommencerais. Je n'ai pas fait de vœu d'aucune sorte dans ce sens-là. J'ai simplement été arrêté par le fait que mon époque, en tout cas, ne répondait plus à mes désirs personnels dans ce sens-là. Pourquoi cette époque ne répondait-elle pas à vos désirs? Il y a 100 ans, il y avait quelques peintres, quelques marchands, quelques collectionneurs, et la production d'art était une forme ésotérique d'activité. Ces gens-là, ces quelques gens, parlaient un langage à eux que le grand public ne comprenait pas, que le grand public acceptait comme un langage religieux, si vous voulez, ou comme un langage de loi, par exemple, où les mots n'ont de sens que pour les initiés. Depuis ces 100 ans, tout est entré dans le domaine public. Tout le monde a parlé de peinture, non pas seulement ceux qui le faisaient, ceux qui l'achetaient ou ceux qui le vendaient, mais le grand public parle de peinture. Mais ce qu'il y a d'ésotérique dans la production d'un art et de façon générale dans une élaboration spirituelle ou une élaboration de l'esprit quelconque, ce qu'il y a d'ésotérique dans cette élaboration ne continue-t-il pas à échapper néanmoins au grand public? L'emploi des mots suppose des degrés de conscience excessivement différents. D'accord, mais justement là, les ésotériques ont laissé le public se faire soi-disant initié. Il n'est pas du tout initié. Cet ésotérisme est devenu un exotérisme. Quand vous parlez peinture aujourd'hui, vous parlez art en général aujourd'hui, le grand public a son mot à dire. Et il le dit. Ajoutez à tout cela le fait qu'il a apporté son argent. Et que le commercialisme en art aujourd'hui a fait passer la question d'ésotérisme à exotérisme. L'art est un produit comme les haricots. On achète de l'art comme on achète du spaghetti. Pensez-vous que l'ésotérisme ne doit jamais être séparé de l'acquisition des connaissances? L'ésotérisme est quand même une chose qui est très difficile à formuler. Dans toutes les choses ésotériques, il y a une forme de mystère qui n'a pas de mots comme équivalent. Vous ne pouvez pas formuler ces choses. Vous avez des pratiques ésotériques, mais c'est une sorte d'occultation. Et cette occultation est complètement perdue aujourd'hui par le fait qu'un tableau vaut et par sa dimension et par son prix. Et que si un monsieur vend pour 10 francs plus cher que l'autre, il est meilleur, au sens art du mot. C'est donc un barème assez curieux, pour moi en tout cas. Mais n'en a-t-il pas toujours été ainsi? Plus ou moins. Même au temps monarchique, si vous voulez, il y avait quand même un ésotérisme obligatoire, sinon réel, du fait que la société était divisée en plusieurs classes. Je regrette d'être obligé d'être presque antidémocratique dans ce cas-ci. Certaines classes ne parlaient pas d'art et n'en faisaient pas, ou n'en faisaient que point de vue artisanal, et justement sans cet ésotérisme dont nous parlons. Cet ésotérisme, faut-il comprendre que vous le concevez comme tout à fait naturel, inséparable de la naissance de l'art, inséparable de la naissance de la connaissance, ou faut-il penser que les hommes en rajoutent et que ainsi ils dressent plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement une barrière entre le non-connaissant, le non-artiste et eux, artistes et connaissants? L'ésotérisme existe toujours, et existera toujours, mais il peut être oblitéré par une époque, dans une époque, comme la nôtre par exemple, qui depuis 100 ans, à mon avis, n'a rien produit, au grand sens du mot. Surtout à cause de l'émission du commercialisme dans la question. À quel moment fixeriez-vous la crise? Déjà 1900. Aussitôt que les impressionnistes, de pauvres types qui ne pouvaient pas vendre leur peinture, sont devenus presque riches, et ils ne le sont pas devenus tout de suite, mais quand même, Durand-Ruel a été sauvé des eaux par des capitaux, je ne sais pas lesquels exactement, et à partir de ce moment-là, la vague a commencé et a augmenté jusqu'à aujourd'hui à un point épouvantable. Je regrette d'ailleurs de parler tellement d'une façon matérielle, mais c'est tout de même un problème actuel. Vous avez toujours eu conscience de cela? Assez. C'était assez clair quand même. Parce que dans mes actions personnelles, dans mon activité personnelle, ce que j'ai préféré faire, c'est faire une chose qui m'intéressait, et surtout basée sur une idée, beaucoup plus matière grise que visuelle, que physiquement visuelle, en peinture en tout cas. Et alors, cette idée étant à la base de ce que je voulais exécuter, quand je l'avais fini,
j'aurais pu recommencer, en faire une seconde, une troisième, une cinquième, une vingtaine. Des tirages. Le tirage. Et ça, j'ai toujours répugné. Et ayant répugné, il est arrivé que j'ai produit extrêmement peu. Parce que je ne pouvais pas répéter. L'idée de répéter pour moi dans un artiste est une forme de masturbation. Ça, c'est très, très naturel d'ailleurs. C'est la masturbation olfactive, si j'ose dire. C'est-à-dire que chaque matin, un peintre qui se réveille a besoin, en dehors de son petit déjeuner, un peu d'odeur de térébenthine. Et il va à son atelier parce qu'il a besoin de cette odeur de térébenthine, qui, si c'est pas térébenthine, c'est de l'huile, mais c'est olfactif nettement. Et j'ai besoin de recommencer la journée, c'est-à-dire une forme de grand plaisir seul, onanique presque, vous comprenez? Et c'est pas du tout à réprimer, mais je veux dire, c'est un peu ce qui se passe chez ce côté presque fonctionnaire de l'artiste, qui travaille pour lui tous les jours au lieu de travailler pour le gouvernement, comprenez-vous? En travaillant ainsi tous les jours pour lui, de la manière dont vous venez de le définir, ne vous semble-t-il pas qu'il ne faut pas réduire l'activité du peintre à un certain nombre de réflexes conditionnés qui ne font que l'attirer vers l'atelier, mais le phénomène peinture est distinct de cette attirance. C'est entendu. Seulement, c'est les conditions dans lesquelles il y est attiré. Il y a un plaisir net, un plaisir sensoriel en tout cas, sinon sensuel. Et c'est très compréhensible, il n'y a rien à réprimer là-dedans. Mais c'est ça, j'essaie de vous montrer le mécanisme général, puisque je l'ai moi-même éprouvé. C'est pas comme toujours, comme tout le monde. D'ailleurs, le côté répétition de la question qui fait qu'un Renoir a produit tellement de nus jusqu'à la fin de sa vie, c'était ce besoin, qui était un besoin de l'habitude d'abord. Il avait l'habitude de peindre très long, très sérieusement et très tous les jours, n'est-ce pas? Et il ne pouvait pas s'en empêcher, ça aurait été une catastrophe si on l'avait empêché de peindre, comprenez-vous? Mais la répétition comporte néanmoins l'idée de variation à la base. On ne peut pas supposer que le même nu... Beaucoup moins que vous ne croyez. Il n'y avait pas chaque fois un problème. Soi-disant, ils le disent. Ils disent qu'ils ont un problème chaque jour. Mais il y a un côté fabuleux ou mythomaniaque, maniaque chez les artistes dont il faut se méfier. Ce sont des grands menteurs. Mais il semble qu'il y ait chez vous un besoin d'ascétisme considérable. Si je m'en tiens à vos paroles depuis le début de cet entretien, vous paraissez très soucieux de dissocier l'idée d'art et l'idée de plaisir que l'on peut prendre à faire naître l'art. Et je crois voir, à tort très certainement, mais je crois voir que vous condamnez ce plaisir et que vous pensez que l'art se trouve entaché par le plaisir pris. Pas entaché, mais en tout cas, il n'ajoute rien. C'est une décoration très extérieure. Autrement dit, l'artiste qui produit ne sait rien de ce qu'il produit, ne comprend rien à ce qu'il produit. Et c'est comme ça que ça peut être intéressant, c'est quand il ne sait pas ce qu'il fait. Il est le dernier à pouvoir juger ce qu'il fait. Et si vous demandez ça à tous les artistes, vous diront que je suis un imbécile et que je ne comprends rien. Non, je pense que mais ça m'est égal. Un bon nombre dirait comme vous. Chacun a le droit à ses opinions. Et si vous acceptez justement cette forme de renoncement à comprendre ce que vous faites, vous irez beaucoup plus profondément dans ce que vous ferez. Je voulais soulever cette objection parce qu'il me semble que ce que vous avez dit suppose que, dans une certaine mesure, l'artiste va presque consciemment renoncer à s'opposer à ce problème quotidien. C'est cela. Que vous souhaiteriez peut-être voir naître. Ne sachant pas ce qu'il fait, l'artiste n'est jamais responsable de ce qu'il fait, pour ainsi dire. Mais il le fait parce qu'il y est poussé, s'il a vraiment quelque chose à dire, qui soit plus profond que la superficie. Et c'est intéressant justement de pouvoir dire, mais qui décidera? Qui décidera, c'est très simple, la postérité s'en charge. A-t-elle raison ou tort, c'est une autre question encore, là. Mais en tout cas, c'est pas l'artiste qui décide. Tous les artistes crient sur les toits qu'ils ont du génie. Ça fait partie de l'égoïsme exagéré de l'artiste individu. Confiance en lui, autrement il ne ferait jamais rien. Mais ça n'empêche pas que... Je trouve que c'est à tort qu'il y croit, mais en même temps, c'est une bonne chose pour sa production, parce que s'il a quelque chose à dire, au moins, ce sera là. Et la postérité se chargera de décider où. Mais n'ayant pas ce côté-là, il est obligé de se retrancher dans une sorte de bien-être personnel à produire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on peut excuser vraiment cette délectation à produire pour un artiste qui même a l'illusion d'être un grand génie. Chacun des artistes a cette illusion qui est une illusion merveilleuse parce que sa vie est un grand plaisir sans arrêt.
Mais que peut-on penser de cette délectation dans le cours de l'histoire de l'art? Ça n'a aucune importance. On ne va pas demander comment Michel-Ange payait son loyer. Et c'est du même ordre, cette délectation est du même ordre. Il avait du plaisir le 28 mai telle année, ça nous est égal. Ce qui reste de lui, ce ne sont pas ces détails de vie courante, de vie ordinaire qui nous intéressent, sauf les biographes. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il nous a laissé. Et il nous l'a laissé, pourquoi? Parce qu'il avait cette chose qui ne dépend pas, pour revenir à ce que nous disions d'abord, qui ne dépend pas du goût de l'époque. Parce qu'à l'époque de Michel-Ange, il y en avait d'autres qui faisaient des choses très bien aussi. Alors je dois comprendre que pour lui, la délectation qu'il a peut-être prise n'était pas une gêne. Non, pas du tout. Et ça n'est jamais une gêne. Au contraire, ça vous évite d'avoir ces espèces de crises de neurasthénie ou de complexes d'infériorité qui vous empêcheraient de travailler. C'est une chose merveilleuse d'avoir cette illusion de pouvoir faire n'importe quoi et d'être sûr que ce sera encore regardé dans 300 ans après votre mort. Cette illusion est délicieuse chez l'artiste et très, très recommandable. Marcel Duchamp, pensez-vous que l'aspect commercial de l'œuvre d'art soit de nature à éliminer la notion d'œuvre d'art à notre époque? Non, pas du tout. Seulement, la question sera de savoir, pour la postérité, le choix à faire dans la production dans tout un siècle. J'ai même des idées, probablement, ce que des gens dans 200 ou 300 ans pourront dire, c'est que notre siècle sera peut-être une sorte de 18e siècle. Non pas comme ressemblance, il ne se ressemble pas du tout, mais il y avait une certaine légèreté, si vous voulez, une certaine frivolité qui n'est vraiment pas à l'honneur de l'art de ce 18e. On peut aimer Fragonard et tout ça, mais enfin, ça ne va pas très loin au point de vue profondeur. Et j'ai l'impression que notre siècle sera un peu comparable, sinon, je dis physiquement, comme valeur parmi les autres siècles. Si on dira le 10e siècle, le 19e siècle, le 20e siècle, sera un peu frivole, peut-être pas important, à comparer à la Renaissance, au Moyen-Âge, aux archaïques grecs, à tout ce que vous voulez, qui était avant et qui sera après. La révolution surréaliste elle-même disparaissant? Oui, elle n'aura pas l'importance qu'elle se donne. Elle n'aura pas l'importance qu'elle se donne. Les surréalistes ont eu cet avantage sur les autres, du moins de faire intervenir la matière grise. Ce que les autres ne faisaient pas, parce que, surtout en art plastique. Et ils ont tout de même introduit des choses comme les possibilités d'automatisme, des choses qui sont extrêmement intéressantes. Mais ça n'a pas été, je crois, enfin je ne sais pas, ça peut encore arriver à un résultat plus important, mais en tout cas, ce sont les seuls qui aient réagi contre la tendance générale qui existait depuis 1880, jusqu'à eux ont commencé en 24 à réagir. Et vous savez, réagir contre un courant tel que celui-là était difficile, et c'est pour ça qu'ils ont pas mal de chiens à se placer dans notre siècle. Toute intervention consciente de l'intelligence et tout désir de remettre consciemment de l'esprit, de l'intelligence dans l'élaboration de l'œuvre d'art vous paraît-elle souhaitable? Très souhaitable. Pas seulement, il faut s'entendre sur le mot intelligence, sa définition, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est difficile à définir nous-mêmes puisque nous ne voulons pas employer de mots. Il faut accepter une certaine élasticité dans ce que nous désirons. Mais enfin, il y a une chose certainement qui existe, c'est de, pour ainsi dire, laisser, si vous voulez, ouvrir la porte et laisser, au lieu de contrôler tout ce qu'on fait par des mots, en expliquant ce qu'on va faire ou ce qu'on voudrait faire. N'expliquez rien, laissez faire. Mais vous souhaitez, me semble-t-il, l'intervention de l'esprit par l'inconscient, par une voie inconsciente. Exactement, mais ce qui existe toujours. Mais par une voie consciente. Non, essayez de le canaliser dans une conscience, dans une forme consciente, qu'on puisse au moins en jouir un peu, n'est-ce pas, savoir ce qui se passe, mais d'une façon très, très respectueuse, si vous voulez, et non pas en imposant les mots pour définir ce qui sort de cet inconscient. Dès l'instant que vous y mettez des mots, vous gâchez tout.
J'ai une horreur du mot, vous savez. Oui, je le comprends. Mais à notre époque, il y a cependant un phénomène qui me paraît excessivement important au plein milieu du XXe siècle, c'est l'introduction du symbole mathématique dans l'élaboration de l'œuvre d'art. Or, ce phénomène n'est pas vieux, il a à peine quelques années. Il est si jeune qu'il y a bien des domaines encore où on pourrait compter, en France par exemple, le nombre de Français qui ont entendu de la musique mathématique. Je crois qu'il y en a un très petit nombre. Et alors on pourrait compter sur les doigts des deux mains le nombre de gens qui ont vu des peintures ou des céramiques mathématiques. Parce que là, la chose n'est pas encore livrée au public. Mais néanmoins, nous assistons à cette naissance, l'introduction d'un symbole qui est plus précis, qui est plus sûr que le mot, pour produire une œuvre d'art. Alors je me demande si ça n'est pas capital, car s'il n'y a pas même un renversement de, comment dirais-je, de tous les courants. Vous souhaitiez tout à l'heure que l'on fasse, que l'on laisse l'inconscient s'exprimer, mais que l'intelligence ouvre la porte à cet inconscient. Or actuellement, est-ce que nous ne nous trouvons pas dans un état tel que l'homme fait appel à son intelligence pure pour produire une œuvre d'art, sans se soucier du tout de l'inconscient. Et il y sera quand même. Oui, il sera toujours, parce qu'on ne peut pas... Est-ce que ce n'est pas une chose absolument neuve? Seulement, ce qu'il aura exprimé par son intelligence n'est peut-être pas ce que l'inconscient aura exprimé, comprenez-vous? Oui, mais ce sera une zone que l'on n'aurait pas atteint autrement. Peut-être. Je n'en sais encore rien. Non, c'est très, très est-ce qu'on ne va pas possible, défricher un terrain tout neuf? En tout cas, cette forme a cet avantage que justement ce que nous disions au début sur le goût n'intervient beaucoup moins dans le cas où l'intelligence, comme vous dites, pure, ouvre les portes à l'inconscient. C'est ça que vous voulez dire, non? On peut supprimer l'intervention du goût et du plaisir de la manière la plus complète. Justement, on l'a supprimé. Puisque l'on peut partir pour produire une œuvre d'art maintenant d'une base complètement aléatoire. Exactement. Enfin, aussi complètement aléatoire que possible. Oui, Voyons. oui. Ce que je reprochais à l'intervention du goût dans beaucoup de cas n'existe pas dans le vôtre, dans celui que vous dites maintenant, où l'inconscient s'épanche et est à peine élucidé, si vous voulez, exprimé ou expliqué, ou par l'intelligence intelligente. J'ai constaté une chose, c'est une petite anecdote, mais que je crois assez significative. Un de mes amis qui fait actuellement qui compose de la musique algorithmique, donc, de la musique mathématique, entend une de ses œuvres alors qu'on venait de la répéter avant un concert, et dit, mon Dieu, comme c'est lyrique. Oh, il a toujours fait profession de mépriser le lyrisme de la manière la plus complète. Il était ravi d'introduire une base mathématique, une base aléatoire dans l'art. Enfin, on allait simplement ne s'occuper que des variations des structures mathématiques. Il entend son œuvre et dit comme c'est lyrique. Oui, il est possible que malgré lui, même dans l'emploi de ces bases mathématiques, son inconscient, il y est. Ça m'a donné à penser qu'on ne faisait pas les mathématiques qu'on voulait, mais celles qu'on pouvait, et que par conséquent, l'homme se retrouvait encore. Oui, exactement. Il faut toujours bien comprendre ce que c'est que cette mathématique-là. Parce que, n'est-ce pas, un mathématicien vous dira, qu'est-ce que c'est, quelle mathématique me parle-vous, vous comprenez? Je ne sais pas, je ne suis pas assez au courant de la question pour vous en parler. Un mathématicien dirait en effet cela. Un jour que je bavardais avec un des membres du groupe Bourbaki, il m'a immédiatement fait cette objection, de quelle mathématique parlez-vous? Et en développant la question, nous avons pu nous apercevoir que ça n'était pas sa mathématique. Exactement. Il y a autant de mathématiques. Et je dis bien, non pas c'est, mais ça. Sa mathématique. Il y a autant de mathématiques que de petites filles. Et il en concluait que cette mathématique-là était écartée. Mais c'est justement où les mots interviennent encore. Vous comprenez, où il y a une confusion par le mot. Oui, mais plus de confusion quand le symbole mathématique intervient, c'est clos. On est bien obligé de s'entendre quand on a défini de quoi on parle. Oui, je sais bien, en tout cas pour le départ. Alors il y a aussi une objection très simple. Si vous avez trouvé la panacée universelle pour faire de la peinture, il n'y a plus d'individu. Et nous avons déjà dit au début que c'était quand même, je crois, l'individu qui restait important d'art. Chaque peintre ou chaque artiste est quand même le deus ex machina de la question. Vous avez entendu
Entretien avec Marcel Duchamp, une émission de Georges Charbonnier.